faut passer la carte. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, avant d'ouvrir notre séance, comme je le fais habituellement, je vais revenir sur les événements qui ont rythmé la vie de notre territoire depuis notre dernière séance qui remonte au 14 avril 2021. Alors depuis, nous sommes un peu plus libres que nous ne l'étions, puisqu'il n'y a plus de couvre-feu, il y a encore les gestes barrières, mais on a retrouvé une grande partie de ce qui fait notre vie conviviale, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les spectacles, les salles de spectacle, de cinéma et autres. Et le 30 juin prochain, nous n'aurons plus les quotas qui sont imposés dans certains établissements. Et on espère que de plus en plus de nos concitoyens seront vaccinés pour vivre plus en sécurité, même si on a encore malheureusement un nouveau variant qui est apparu. Mais espérons que le vaccin fera son effet. Le 22 avril dernier, avec notre vice-président Joly Gomez et nos directeurs, j'ai eu un échange avec le président de Montpellier Méditerranée Métropole, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, sur les enjeux de mobilité douce. Et on a abordé entre autres donc, des questions de pistes cyclables qui relient nos territoires de la métropole et du Pays de l'Or et des jonctions nécessaires, et également les aides que nous accordons et que la métropole de Montpellier accorde à l'acquisition de vélos électriques. Le président de la Fosse nous avait indiqué, je parle sous le contrôle de Jean-Louis Gomez, de Christophe Bell et à l'époque il y avait Valentina Cosma. Cédric Bonnet était aussi en liaison avec les services de la métropole, qu'à compter du 1er juillet, les aides de la métropole pour l'acquisition de vélos électriques devaient s'achever, puisqu'il y a une distorsion entre les aides de la métropole et celles de l'agglomération, à la fois au niveau, le niveau d'aide, mais aussi le champ d'attribution de ces aides. Et les vendeurs de vélos, les vendeurs de vélos sur notre territoire avaient été reçus à l'agglomération quelques jours avant pour échanger. Ils se plaignaient qu'effectivement il y avait des distorsions. C'est pour ça que j'avais évoqué avec le président de la Fosse ces distorsions, et il m'avait indiqué qu'au 1er juillet, eh bien, la métropole cesserait ses aides. Malheureusement, il a annoncé il y a quelques jours que les aides allaient se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Donc je pensais qu'il tiendrait son engagement. Je regrette qu'il ne l'ait pas fait, puisqu'il va falloir à nouveau, avec nos vendeurs de vélos qui sont discriminés dans ces attributions, d'envisager avec eux de revoir notre dispositif pour qu'ils ne puissent pas être aussi discriminés. Le mardi 13 avril, aux arènes de Lunel, la communauté du Pays de Lunel tenait son copine PLH. C'est notre vice-président Philippe Piclément qui nous a représentés. Le mercredi 28 avril, nous avons inauguré à Valergue la voie verte, avec la présence de nombreux élus communautaires, du préfet qui était présent, avec le Pays de Lunel également, le président et maire du Pays de Lunel, Pierre Soujol. Je voudrais une fois de plus remercier les services du pôle moyen technique, dirigé par Alain Mendes, et surtout Cédric Bonnet, son adjoint, qui ont œuvré beaucoup pour la réussite de ce chantier, qui n'est pas encore terminé, mais en tout cas, on connaît la qualité de cette voie verte et des voies vertes que nous réalisons sur notre territoire. Lundi 3 mai, notre vice-président Alain Hugues nous a représenté la société Prédict pour la signature de la convention entre la Chambre d'agriculture pour le déploiement du dispositif AgroPrédict. Vous savez que nous avons attribué une aide dans ce cadre-là à la Chambre d'agriculture pour avoir des prévisions au plus près pour le monde agricole lorsque des catastrophes météorologiques peuvent se produire. Le vendredi 28 mai, Philippe Piclément, notre vice-président, nous représentait au conseil départemental pour l'Assemblée générale de l'association ADIL 34.
Alain Hugues, le vendredi 11 juin, notre président représentait l'agglomération à Nîmes, aux arènes de Nîmes, à l'occasion des 70 ans de la Bouvine, organisée par Midi Libre. Vendredi 11 juin, Monique Bousserin participait à l'inauguration de la voie verte entre Lunel et Marseillargues, qui a été réalisée par le Pays de Lunel, la communauté de communes du Pays de Lunel. Le jeudi 17 juin, Yvon Borel et Monique Bousserin participaient à la signature de la convention de partenariat entre le PLI et Pôle emploi. Voilà donc ces différentes manifestations ou événements qui se sont déroulés depuis le 14 avril, avec, vous le savez, le scrutin départemental et régional qui s'est déroulé dimanche dernier, avec ici comme partout ailleurs malheureusement un taux de participation historiquement bas. Espérons que nos concitoyens vont se ressaisir pour le second tour de ces deux scrutins dimanche 27 juin. Il est clair que le scrutin se déroule à une date inédite, dans des conditions inédites, mais c'est triste pour la démocratie de voir aussi peu d'électeurs mobilisés pour aller voter, pour choisir celles et ceux qui vont demain diriger notre région, diriger notre département. C'est malheureusement le constat que nous avons tous fait. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à la presse présente, au public qui est encore dans des conditions de présence réduite, et puis à celles et ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Je propose de nommer comme secrétaire de séance Anthony Melin. Y a-t-il des oppositions? Attention, donc je demande à Anthony Melin de procéder à l'appel. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc Melin Anthony présent, Navarro Laurence a donné pouvoir à Anthony Melin, Rossignol Stéphane, Présent. Genet Vigneault Joël, Bonnefou Brice, Berger Isabelle, Ray Bernard, Marguerite Sonia, Frappa Jean-Paul, Caudal Sophie, Huot Jean-Paul, Carlier Michel, Buisseret Monique, Valette Didier donne pouvoir à Michel Carlier. Bourrel Yvon est en retard, donne pouvoir à Sophie Crampagne le temps de son arrivée. Crampagne Sophie, Denat France, Favier Caroline, présente. Just in time. Tricoire Laurent donne pouvoir à Sophie Crampagne. Gély Laurence donne pouvoir à Laurent Pradeil. Pradeil Laurent. Présent. Moulin Trafort Patricia. Capelletti Laurent. Levaux-Marie donne pouvoir à Laurent Capelletti. Sauté André. Absent. Aiglem Sophie. Balsamo Dominique a donné pouvoir à Caroline Favier. Bourguet Daniel a donné pouvoir à Bertrand Coine. Pelletier Marianne. Coine Bertrand. Parmentier Gilles. Présent. Clément Philippe. Présent. Prudhomme Annie. Roux Michel donne pouvoir à Monique Bouisseret. Jean-Jean Christian. Présent. Bonafous Anne. Présent. Gomez Jean-Louis. Martel Canac Sylvie donne pouvoir à Anne Bonafous. Réverbel Guy Il va arriver, me donne pouvoir. est en retard, donne le pouvoir du coup à Monsieur Jean-Jean le temps de son arrivée. Arnal Sandrine. Présente. Hugues Alain. Présent. Thomas Florence. Présente. Fandos Georges. Présent. Pécou Martine donne pouvoir à Alain Hugues. Bouscarin Jean-Louis. Présent. Et Dubois-Lambert Sandrine. Bien, merci Monsieur le Vice-président. Donc le quorum est atteint, nous pouvons délibérer. Vous avez reçu les relevés des décisions que j'ai été amené à prendre ou des délibérations du bureau communautaire. Y a-t-il des questions, des observations? Je demande d'en donner acte. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance du 14 avril dernier. Nous n'avons pas reçu d'observation écrite. Y a-t-il des remarques orales à ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. L'ordre du jour de notre assemblée ce soir comporte 34 questions. Je propose donc de passer au premier rapport dans la commission Rayonnement Agriculture Durable
Il s'agit du rapport sur le développement durable avec le bilan de l'année 2020. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Alain Hugues. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Au cours de l'année 2020, l'agglomération a approuvé son nouveau plan d'action des démarches de développement durable qui se concentre sur le plan climat, air, énergie territorial et son évaluation, le label Cité Énergie. Ce plan ambitieux vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie sur son territoire et à le préparer aux impacts du changement climatique tout en garantissant une qualité de vie des habitants. La loi, les avancées opérationnelles du plan d'action de développement durable doivent être présentées à l'Assemblée sous la forme d'un rapport annuel. Il est à noter que l'agglomération consacre environ 6% de son budget global à des actions de développement durable. Le conseil d'agglomération est invité à prendre acte du rapport développement durable bilan 2020, autoriser le président ou le vice-président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de ce document. Bien, y a-t-il des questions? Bon, je vous invite, c'est un prendre acte, mais quand même adopter. Oui, Monsieur Fondos. Je pense que c'est intéressant d'adjoindre à ce rapport. Le micro, on n'entend pas. Pardon, ça marche hein. C'est bon, ouais. Oui, je pense que le rapport est très complet et intéressant, mais bon, au sein du groupe de travail sur le plan climat-énergie, il nous a semblé intéressant de suggérer que ce rapport soit complété par des critères quantitatifs, c'est-à-dire par rapport aux objectifs très ambitieux qu'on se donne en termes de réduction des consommations d'énergie, des gaz à effet de serre. Ça serait intéressant d'essayer d'évaluer par rapport aux actions qui sont engagées à la fois par l'agglo et par les acteurs privés, quel est l'impact de ce programme en termes quantitatifs par rapport aux objectifs. Ça nous permettrait de donner une sorte de tableau de bord qui nous permettrait de voir non plus seulement sur le plan qualitatif, mais sur le plan quantitatif, où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, qui me semble tout à fait louable. Voilà. Donc c'est une suggestion du groupe de travail dont je vous fais part et dont j'avais fait par la commission agriculture. Monsieur le Président, c'est noté par la commission. Parfait. Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote pour l'adoption. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant. Il s'agit du renouvellement du Fonds de solidarité au plan Camargue. Rapporteur, Madame Sophie Caudal. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Depuis les débuts de la crise économique, le Pays de l'Or a affiché sa volonté de soutenir l'activité des manadiers et éleveurs de chevaux. En ce sens, la région a développé différents dispositifs de solidarité plan Camargue, auquel l'agglomération s'est associée pour faire bénéficier 6 entreprises d'une subvention de 1 000 €. Il est proposé de reconduire le même dispositif. Le conseil d'agglomération est invité à approuver l'engagement de l'agglomération pour la mise en place des dispositifs d'urgence au titre de l'économie dans le cadre d'un partenariat sur le plan Camargue, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention avec la région fixant les conditions de participation. Je vous remercie. Je propose donc oui, Monsieur Parmentier. Merci Monsieur le Président. Juste pour dire que quand même la meilleure aide qu'on puisse donner aux manadiers, c'est la reprise des fêtes, la reprise des activités de la bouvine et le plus tôt possible et avec la plus grande ferveur. Bon, merci. C'est clair que c'est à travers les fêtes que les manadiers arrivent aussi à vivre. On le sait. Merci de votre remarque. Je propose de passer à l'adoption de ce plan. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Et c'est un vote unanime. Je vous remercie. Passons à la commission enfance et jeunesse avec un premier rapport concernant la proposition d'une nouvelle activité sur l'espace Grand Bleu, la fixation des tarifs. Rapporteur, Monsieur Jean-Paul Frappard. Bonsoir à tous. L'espace Grand Bleu du Pays de l'Or souhaite proposer une nouvelle activité, l'auto-rescue. Il s'agit d'un programme de natation anti-noyade qui, dès 3 ans, enseigne les réflexes de survie aux tout-petits. L'activité a le bénéfice de représenter un temps de partage du milieu aquatique pouvant découler sur une moindre appréhension des familles comme des enfants. Le prix proposé pour cette nouvelle activité serait de 12,50 €,
qui correspond au tarif entrée adulte en saison, soit un forfait semaine de 62,50 €. Cette nouvelle activité phare pourrait permettre de relancer une communication positive et innovante sur la structure. Le conseil d'agglomération est invité à valider le projet 6 juin, valider le tarif proposé pour la saison 2021, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, M. Frappa. Je propose donc d'adopter cette tarification. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Merci. Rapport suivant, c'est la prolongation des tarifs 2021 pour l'année 2021-2022 sur nos tarifications sportives. Le rapporteur, Monsieur le Président Jean-Louis Bouscarin. Bien, bonsoir, messieurs, dames. La grille tarifaire des tarifs piscine a été votée en juin 2020 pour application sur l'année scolaire 2020-2021. Du fait de la crise, l'activité des piscines a particulièrement été impactée quant au nombre de jours d'ouverture. Les effets attendus par les modifications apportées l'année dernière n'ont donc pas pu être mesurés. Il est donc proposé de reconduire à l'identique les tarifs pour l'année 2021-2022. Le Conseil d'Angot est invité à valider les propositions, autoriser le président, vice-président à signer toutes les pièces. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose d'adopter ce maintien de tarification. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime là aussi. Rapport suivant, il s'agit des badges d'accès dans le cadre du règlement intérieur aux halles de sport de Lansargues et Moguio. Rapporteur, Madame Monique Boussarin. Merci, Monsieur le Président. Il est proposé pour la rentrée scolaire d'automatiser l'accès aux halles des sports de Lansargues et Moguio. Ce dispositif d'autonomie s'accompagne de la mise en place de badges d'accès pour tous les usagers, enseignants et associations sportives, notamment les badges supplémentaires perdus ou dégradés seront facturés à 20 € l'unité. Ces nouvelles modalités d'accès seront intégrées au règlement intérieur et aux conventions de mise en disposition. Le conseil d'agglomération est invité à valider les présentes modalités, à intégrer au règlement intérieur et aux conventions de mise en disposition, valider le montant de facturation en cas de perte ou dégradation du badge non-restitution ou badge supplémentaire. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci Madame Boussarin. Je propose donc d'adopter cette modification du règlement intérieur avec ces badges d'accès qui simplifiera la vie de personnel. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Commission déchets valorisation. D'abord un rapport. Il s'agit des modalités d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des entreprises qui ne recourent pas au service public de collecte des déchets. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Michel Carlier. Merci, Monsieur le Président. Le budget du service de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La loi permet à l'agglomération de déterminer chaque année les cas où les locaux industriels et à usage commerciaux peuvent être exonérés. Une délibération prise avant le 15 octobre doit préciser les établissements concernés. Dans le contexte de la réflexion sur le financement du service et de la mise en place prochaine de la redevance spéciale qui sera applicable aux déchets non ménagers assimilables à des déchets ménagers, il est proposé de mettre en place un cadre définissant les modalités de demande d'exonération de TOM. Afin de garantir un égal traitement des contribuables en délivrant une information exhaustive pour tous, il est proposé de fixer les critères techniques ainsi que les modalités pour bénéficier de cette exonération. Les critères techniques d'exonération sont remplis si l'entreprise dispose d'un système propre d'enlèvement et d'élimination des déchets et conforme à la réglementation, contrat avec un prestataire de services. Les modalités d'exonération nécessitent une demande de l'entreprise avant le 30 juin de chaque année et la production de justificatifs. En tout état de cause, les déchets des entreprises bénéficiant de l'exonération ne sont plus collectés par les services communautaires au titre de l'année concernée par la demande.
le conseil d'agglomération est invité à mettre en place le dispositif d'exonération de TOM pour les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux à compter du 1er janvier 2021. Fixer les critères d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux, tels que présentés ci-dessus à compter du 1er janvier 2021. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, monsieur le vice-président. Donc, je propose d'adopter. Oui, monsieur Coine. Oui, je voulais justement transposer la question sur la TOM payée par les habitants. Comme il y a une stratégie de distribution de composteurs sur notamment les immeubles collectifs, c'est pas où je suis rendu maintenant. Est-ce qu'on peut espérer, peut-être grâce à ça, et pour inciter les usagers à utiliser ces composteurs, pouvoir, disons, caler la TOM, la taxe, au poids des déchets qui sont remis à. Alors, c'est une suggestion, hein, peut-être qu'on n'en est pas mieux là-dessus, mais. Je pense qu'on évoquera ce sujet en commission. C'est un sujet, effectivement, important. Il faut savoir que l'exonération de taxe TOM pour les entreprises s'élève à environ une enveloppe environ 120 000 € et qu'il y a à ce jour une dizaine d'entreprises qui peuvent en bénéficier, un peu moins même. Donc je pense que votre question est très intéressante et qu'elle sera évoquée à une prochaine commission. Merci. Voilà, donc effectivement c'est un sujet dont on a évoqué l'idée, hein. Il faudra quand même une réflexion là-dessus. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Merci. Commission attractivité économique, un premier rapport concernant le protocole de territoire avec l'établissement public foncier d'Occitanie. Alors en absence pour l'instant toujours de notre vice-président, c'est Sophie Campagne qui a sa procuration qui va nous rapporter cette délibération. Merci Monsieur le Président. En 2016, l'Assemblée a acté la signature d'une convention de partenariat avec l'établissement public foncier Occitanie. L'EPF intervient sur les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'opérations d'habitat ou à vocation économique à fort enjeu. La convention de partenariat signée permet de fixer les objectifs et les principes généraux de la collaboration mise en œuvre de la politique communautaire en la matière. La convention de partenariat initiale arrive à échéance le 30 juin 2021, après une durée de vie de 5 ans. Elle a permis le portage de 5 dossiers, notamment la ZAC Porte-Aéroport et le secteur des Conques sur la commune de Lansargues. La forte pression foncière sur le territoire du Pays de l'Or, ainsi que le contexte réglementaire fortement contraint en matière d'urbanisme, justifie le renouvellement de la convention de partenariat, désormais dénommée Protocole de territoire, afin de permettre la mise en œuvre des outils proposés par l'EPF Occitanie. Le Conseil d'agglomération est invité à approuver le projet de protocole de territoire entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et l'établissement public foncier Occitanie et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer le dit protocole de territoire et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame la Vice-présidente. Donc je propose d'approuver cette délibération. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Une abstention. C'est donc adopté. Rapport suivant. Il s'agit de la ZAC des portes de l'aéroport avec un avenant qui est le 5e au protocole d'accord avec la société Advitam. Rapporteur, Monsieur Jean-Paul Huot. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. L'Assemblée a approuvé en 2017 la signature d'un protocole d'accord avec un groupement représenté par la société Advitam en vue de la réalisation de l'opération ZAC des portes de l'aéroport. Le protocole a fait l'objet d'ajustements réguliers. Au regard du contexte sanitaire et économique, la commercialisation des lots restants n'a pas avancé au rythme initialement escompté. Le promoteur a sollicité un report de commercialisation pour les lots 4 et 8, respectivement au plus tard à fin juin 2022 pour le premier et à fin décembre 2022 pour le second. En conséquence, il est devenu nécessaire de conclure l'avenant numéro 5 au protocole en vue d'acter sa prolongation jusqu'au 31 juin 2023. Cet avenant est aussi l'occasion d'acter la participation du promoteur à hauteur maximale de 105 000 € hors taxe au financement de l'amélioration des aménagements paysagers de la ZAC.
Le Conseil d'agglomération est invité à approuver la signature de l'avenant numéro 5 au protocole d'accord entre l'agglomération et Ad Vitam sur la ZAC des portes de l'aéroport, dont un exemplaire est joint en annexe, à autoriser le président ou le vice-président délégué à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Donc, la zone du Piom, vous voyez, en passant, hein, avance bien. Les premières entreprises vont prendre possession de leurs locaux pendant l'été ou à la rentrée. Hein. C'est toujours ce qui est convenu avec les deux premières sociétés, je rappelle, qui sont Zimmer Biomet et MD Développement, qui sont les deux grosses sociétés, hein, qui vont s'installer d'ici le mois de septembre. On aura l'occasion, bien entendu, de vous inviter à l'inauguration de l'installation de ces entreprises dans cette magnifique zone d'activité qui est une véritable vitrine pour notre agglomération, ce parc industrie hors Méditerranée. Je propose donc d'adopter cette délibération et cet avenant. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est le vote unanime. Merci. Rapport suivant, il s'agit de la requalification des zones de Fréjorgue ouest et est avec le périmètre d'étude, la prise en considération. Rapporteur, Madame Isabelle Berger. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Depuis 2018, l'agglomération a initié une réflexion sur la modernisation du secteur économique de Fréjorgue Est et Ouest via une étude de requalification. En effet, ces zones économiques sont confrontées au vieillissement du bâti et de leur infrastructure dans un contexte de forte visibilité. Le projet de requalification et de modernisation passe donc en phase opérationnelle. En conséquence, il est devenu nécessaire que l'agglomération approuve et institue un périmètre d'étude. La délibération créant le périmètre d'étude permettra à la collectivité d'opposer jusqu'au rendu des conclusions de l'étude, le cas échéant, un sursis à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, de construction ou d'installation qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre du projet d'aménagement envisagé et désiré. Le conseil d'agglomération est invité à prendre en considération la mise en place de l'étude sur les zones d'activité économique de Fréjorgue Est et Ouest, telle que décrit dans la présente délibération, et d'approuver l'instauration d'un périmètre d'étude selon les dispositions de l'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme, instituer un périmètre d'étude suivant le plan joint en annexe délimitant les zones concernées conformément aux dispositions de l'article L. 424-1 du Code de l'urbanisme, et autoriser le président ou le vice-président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents en rapport avec cette affaire. Merci Madame Berger. Donc, je propose d'adopter cette délibération. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, c'est le dossier d'enquête publique préalable à la DUP pour la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement du secteur de la pointe de Mudaison à Mauguio. Rapporteur Madame Sophie Eglem. Merci Monsieur le Président. Le secteur de la pointe de Mudaison à Mauguio constitue le dernier secteur classé en zone d'urbanisation future au PLU de la commune de Mauguio-Carnier. Étendu sur une superficie de près de 21 hectares, ce secteur est identifié au SCOT du Pays de l'Or comme zone intermédiaire à dominante économique. Il y est ainsi fléché partiellement sur 10 hectares comme secteur d'extension économique. La maîtrise foncière de ce secteur est un élément essentiel pour garantir la faisabilité d'une future opération d'aménagement visant à assurer un développement économique diversifié du territoire. À ce jour, aucune acquisition amiable n'a pu être menée à bien sur ce secteur. Il convient d'engager une procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la constitution des réserves foncières. Il reste néanmoins possible de poursuivre les acquisitions amiables. Un dossier d'enquête publique a été établi. Il sera adressé au préfet du département en vue de l'ouverture d'une enquête publique. Une enquête parcellaire ayant pour but de déterminer avec précision les biens situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique et d'identifier exactement leurs propriétaires sera organisée dans un second temps. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la constitution des réserves foncières en vue de l'aménagement du secteur de la pointe de Mudaison à Mauguio. Autoriser le président à solliciter Monsieur le Préfet pour l'ouverture d'une enquête publique en ce sens. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tout document nécessaire à ce projet et, si besoin, à prendre toute mesure d'exécution de cette procédure.
Merci Madame Eglen. Je propose donc d'adopter cette déclaration. Oui. Je vous remercie. Donc nous étions déjà exprimés au conseil municipal de Moguio-Carnon sur notre regret de voir à nouveau des terres agricoles artificialisées. C'est d'autant plus difficile de se prononcer que, page 99, on constate que le projet n'a pas encore pu être établi, que la conception d'ensemble n'est pas définie. Une étude doit être menée pour mieux cerner les orientations, les besoins du secteur en cours. Donc, pour nous, ce n'est pas pareil de sacrifier des terres agricoles pour des infrastructures publiques ou pour des commerces, des entreprises. Est-il vraiment nécessaire d'étendre encore la louvade? Avons-nous vraiment des besoins? Et puis, un des arguments qui a été donné, c'était que les nouveaux habitants de la fonte de Moguio seraient des nouveaux consommateurs qui pourraient justement être intéressés par le développement de cette zone. Et du coup, on se dit, ben, voilà, on artificialise pour faire la fonte. Maintenant, il y a des nouveaux consommateurs, il faut à nouveau des terres pour du commerce, des entreprises. Donc, on va s'abstenir tant qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur cette zone. Voilà. On est conscient que c'est au PNU, que c'est en accord avec le SCOT, mais c'est encore très flou. Je voulais dire, merci. Merci Madame Pelletier. On en prend note, hein, ce sera inscrit au procès verbal. Je propose donc de passer. Oui, il y a une autre intervention. Une question, une précision. Je vois que le secteur est de cette zone d'activité est à forte exposition d'inondation. Est-ce qu'il est prévu des dispositifs qui permettent de prévoir ce risque et de le gérer? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, là on en est à la phase d'étude, donc vous avez vu, la partie est de ce secteur-là est en zone d'inondation. C'est un périmètre qui est pensé au niveau du spot comme des dernières possibilités avec notamment Saint-Onès et ce qui est en train de se faire sur les actes des ports de l'aéroport comme les derniers secteurs où il est possible encore sur le territoire de faire de l'aménagement économique. On a aussi les réflexions sur les requalifications de l'activité, puisqu'on peut aussi remobiliser, au titre de la sobriété foncière, remobiliser des espaces sur ces secteurs-là. Bien entendu, alors on en est encore au début de l'étude de faisabilité. Le contenu de ce qui sera fait sur ce secteur-là n'est pas encore défini. Il faudra travailler les vocations. Est-ce que ça sera un secteur qui sera spécialisé? Est-ce que ça sera un secteur vert aussi? Bon, toutes ces réflexions doivent être engagées. On aura le temps de partager ces réflexions. D'abord dans les groupes de travail et ensuite devant les commissions pour aborder toutes les problématiques propres à ce secteur. Je vous remercie. Oui, monsieur Parmentier. Merci Monsieur le Président. Il est écrit que le secteur sera donc à dominante économique. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura possiblement des logements, des lotissements sur cette zone? À ce stade, pas du tout envisagé, pas du tout prévu. Peut-être d'autres interventions, non. On en est vraiment au stade de faisabilité. C'est vrai que dans le spot, c'est vocation économique. Monsieur Donat va peut-être compléter. Oui, juste quelques précisions là-dessus. Donc en effet, pour répondre sur la zone inondable, il est évident que c'est un dispositif, enfin c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer et qui est prise en compte. Et le second point sur la destination de cette zone, c'est il y a en effet toute l'activité économique, il y a des infrastructures ou des équipements collectifs d'intérêt général, je veux dire, qui peuvent trouver leur place. Il n'y aura pas de lotissement au sens où vous le dites, on ne va pas mettre ce qui a été pris à la fonte de Moguio sur la pointe de Mudaison. Ce n'est pas l'esprit du tout du schéma. Et puis en effet de trouver tout ce qui peut être accompagnement économique dont a encore besoin la commune et qu'on ne peut pas trouver sur les autres zones actuelles en respectant les principes qui ont été posés dans le SCOT. Je ne sais pas si ça répond, M. Parmentier. Merci. Merci M. Donat de ce complément. Je propose donc de passer au vote. Le vote est ouvert.
vote est clos, donc 5 abstentions et il est adopté avec 40 voix. Je vous remercie. Rapport suivant, c'est dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise de l'opération du front de mer à la Grande Motte. Rapporteur, Madame Sandrine Dubois-Lambert. Merci Monsieur le Président. Dans le cadre du projet de réhabilitation du front de mer de la Grande Motte, la commune a entrepris une opération de requalification des terrasses commerciales, notamment par la mise en place de pergolas bioclimatiques dans un objectif d'uniformité et d'harmonisation architecturale. Le programme d'investissement pour les 15 pergolas bioclimatiques s'élève à près de 1 595 061 €. Ce projet étant éligible au dispositif communautaire d'aide à l'immobilier d'entreprise, l'agglomération pourrait attribuer 15 subventions d'un montant total de 168 900 € aux entreprises situées dans ce périmètre. La commune de la Grande Motte, en tant que porteur du projet, sera la bénéficiaire comptable de l'ensemble des subventions attribuées. Ces dernières seront rétrocédées à chacune des entreprises bénéficiaires finales, réparties sur 3 ans. Cette rétrocession prendra la forme d'une déduction de la totalité du montant de la subvention attribuée à chaque entreprise du montant de la redevance d'occupation temporaire appliquée par la commune de la Grande Motte pour chaque terrasse équipée de pergolas bioclimatiques. Le conseil d'agglomération était invité à attribuer une subvention d'aide à l'immobilier de commerce aux 15 entreprises listées en annexe pour un montant total de 168 900 € dans les conditions prévues par les conventions financières tripartites dont les projets sont joints au présent rapport. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer les conventions financières tripartites correspondantes avec la commune de la Grande Motte et les entreprises suivantes: SARL Pâtes et Carreaux, la SAS Les Délices d'Imao, SARL Les Buffets de la Mer, SARL Le Billy Boys, SASU Fréal, SARL Kent, SARL Rex, SARL Sweetie, SAS Brune, SARL Le Grand Bleu, SARL Trimaran, SARL Faga, Pascal Ménude, SAS Sarami, SAS by Mod & Co. Merci Madame Dubois-Lambert, vous êtes arrivé au bout de ce parlementaire. Merci Monsieur le Président. Est-ce que l'intégration architecturale de ces pergolas dans le cadre quand même de la cité de la Grande Motte et de son architecture particulière a été prise en compte? Oui, tout à fait, d'autant que cette réhabilitation du front de mer se situe dans un périmètre protégé à peu de distance du bâtiment qu'on appelle le bâtiment Poisson 2.0, donc qui est un bâtiment classé par les bâtiments de France. Donc ça a requis l'avis conforme des bâtiments de France qui ont donné leur approbation à ces installations de terrasses bioclimatiques. Donc vous serez conviés à l'inauguration de ce nouveau front de mer qui va s'appeler la promenade Jacques Chirac, qui devrait avoir lieu début juillet avec la présence de Claude Chirac. Donc vous verrez que c'est très en harmonie avec les origines de cette promenade. On a retrouvé les couleurs d'origine de l'architecte Jean Balladur et ces terrasses sont harmonisées avec l'accord des bâtiments de France. Passe au vote. Oui, monsieur Coine. Oui, effectivement c'est un beau projet. J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir, de répéter ce que vous avez dit à la commission attractivité économique qui avait débattu là-dessus. J'ai trouvé que ce montage était un peu compliqué, parce qu'en fait tout se passe comme si c'est la commune, la Grande Motte qui était subventionnée. C'est la commune qui est propriétaire des propriétaires des pergolas. Donc je trouve qu'il faudrait peut-être clarifier ce mode d'intervention de l'agglo par rapport à une aide à l'immobilier d'entreprise, mais des communes. Parce que, bon, il y a ce projet de front de mer, mais j'imagine qu'il y a d'autres communes, et en particulier des communes qui ont du mal à revitaliser, refaire venir des commerces dans leur centre-bourg, dans leur centre historique. Et est-ce qu'il y a un dispositif? On pourrait peut-être faire un dispositif spécifique pour ça, pour revitaliser les centres-villages et refaire venir un restaurant, une épicerie, etc. Je pense que dans les cartons de certains maires de cette assemblée, je pense qu'il va y avoir ce type de projet. Je ne sais pas si c'est parce que ce ne sera pas le même régime de calcul de subvention l'immobilier d'entreprise, si c'est les communes qui sont elles-mêmes maîtres d'ouvrage
de l'opération. Oui, donc effectivement, vous avez raison, là il a fallu passer par ce montage, puisque c'est la ville qui a porté, on avait réfléchi aux moyens de portage, hein. Il était clair que les commerçants n'étaient pas en capacité de pouvoir financer ce type d'installation, hein, après la sortie de crise, et donc c'est la ville qui a investi dans ces pergolas qu'elle va refaire payer aux commerçants sur des années, entre 7 et 15 ans, selon le choix des commerces. Mais donc, comme c'est la ville qui a porté, c'est vrai que c'est un dispositif qui va revenir aux commerçants, mais qui est attribué aujourd'hui à la ville, parce que c'est la ville qui a fait le portage financier de l'opération. Donc je crois qu'effectivement, nous adapterons en fonction des demandes par commune. Il est évident que ce montage-là pourra être, s'il est reproduit par ailleurs, il sera bien entendu retenu de la même manière. Donc j'entends bien votre observation. Voilà, je vous propose donc de passer à l'adoption. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci de votre unanimité. Rapport suivant, il s'agit de notre aérodrome de Candiac avec une AOT, l'attribution d'une AOT sur le lot 16B. Rapporteur, M. Anthony Melin. Merci, Monsieur le Président. L'aérodrome de Candiac se situe dans une zone de développement économique réservée aux activités en lien avec l'aéronautique. Il accueille actuellement sur sa plateforme 14 entreprises ou associations bénéficiant chacune d'une autorisation d'occupation temporaire valable entre 10 et 20 ans en fonction de l'investissement réalisé et constitutif de droits réels. Suite à une requalification des espaces du site, une parcelle de 882 m², lot numéro 16B, a été libérée pour occupation. À l'issue d'une procédure d'appel à candidature, le projet de la société Hélicoptère de Camargue, en qualité d'école de pilotage hélicoptère, a été retenu. Il est proposé d'accorder l'occupation du lot à la SASU Hélicoptère de Camargue, sous réserve d'obtention du permis de construire, et de la signature d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire pour un montant de redevance annuelle estimé à 2 205 € pour la création d'un hangar de 700 m² destiné à accueillir une activité d'école de pilotage. L'autorisation d'occupation temporaire correspondante est proposée pour une durée de 15 ans. Le conseil d'agglomération est invité à approuver l'attribution de l'agrément du lot 16B à la société SASU Hélicoptère de Camargue et aux conditions susmentionnées, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer les conventions d'autorisation d'occupation temporaire correspondantes et tout document s'y rapportant. Merci, Monsieur le vice-président. Donc, je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons à la commission eau espace naturel avec le rapport annuel sur le prix, la qualité des services pour l'année 2020. Rapporteur, Monsieur le vice-président Christian Jean-Jean. Monsieur le Président, merci. Comme chaque année, nous devons adopter le rapport annuel sur la qualité et le prix des services de l'eau et de l'assainissement, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le présent rapport expose les différentes activités des services intercommunaux de l'eau et de l'assainissement dont la gestion est assurée par voie d'affermage. Pour mémoire, 3 conventions d'affermage sont actuellement en cours sur le territoire. Le contrat d'assainissement intégrant l'ensemble des communes de l'agglomération, un contrat principal d'eau potable intégrant l'ensemble des communes à l'exception de Saint-Onès et le contrat d'eau potable de Saint-Onès. Le rapport est joint en annexe à l'ordre du jour. Je voudrais vous citer quelques chiffres clés. 49 098 clients en progression, donc de 1,3%. 19 550 branchements actifs. 6 671 639 mètres cubes facturés. Un rendement global de distribution en hausse de 3,5% qui s'établit à 86,2% pour un réseau de 358 km. Un taux de conformité
de l'eau du robinet de 99,2%. Le conseil d'agglomération est invité à adopter le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement qui sera transmis à chacune des communes membres pour être présenté au conseil municipal et mis à la disposition du public. Et enfin, invité à prendre acte des rapports annuels des délégataires. Merci, monsieur le vice-président. Donc, je propose d'adopter ce rapport annuel sur le prix et la qualité des eaux. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous remercie. Dans cette même commission, il s'agit de la convention cadre avec le Conservatoire du Littoral. Rapporteur Madame Florence Thomas. Merci. L'agglomération est gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral au titre d'une convention cadre arrivant à échéance le 31 décembre 2021. L'agglomération a notamment porté en maîtrise d'ouvrage déléguée un ambitieux programme d'aménagement sur le site emblématique du Petit Travers, aujourd'hui considéré à l'échelle nationale comme un exemple réussi de gestion souple de traits de côte et mise en œuvre de solutions fondées sur la nature en contexte de changement climatique. Ce partenariat avec le Conservatoire a vocation à se maintenir et à se renforcer suite à la prise de compétences GEMAPI intervenue en 2018. Le projet de convention cadre est établi pour 6 ans. Le conseil d'agglomération est invité à entériner le projet de convention cadre passé avec le Conservatoire du Littoral pour la période 2022-2027 et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer cette convention ainsi que toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci Mme Thomas. Je propose donc d'entériner ce projet de convention avec le Conservatoire. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Deux nombres. Ah, monsieur le vice-président avait oublié de voter, donc on rajoutera un vote supplémentaire, donc c'est un vote unanime. Je vous remercie. Commission Territoire Habitat, avec un premier rapport, c'est la CUS, c'est la Convention d'utilité sociale, avec FDI Habitat. Rapporteur, monsieur le vice-président, Philippe Piclément. Merci, monsieur le président. Une série de dispositions législatives ont mis en place les conventions d'utilité sociale. Ces conventions sont établies pour une période de 6 ans, renouvelable, entre un organisme HLM, l'État et le PCI, s'il le souhaite, et ont pour objectif de définir pour chaque bailleur social une politique de gestion commune. Par courrier en date du 4 décembre dernier, le bailleur social FDI Habitat, implanté sur le territoire, nous propose d'être signataire de sa CSU avec 326 logements locatifs sociaux répartis sur 7 communes. Dans le cadre de sa politique sociale de l'habitat et plus particulièrement de la mise en place récente de la conférence intercommunale du logement, l'agglomération a tout intérêt à être partie prenante de ces conventions. L'enjeu principal sera de suivre le plan de mise en vente des logements. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les termes de la convention ci-jointe, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention d'utilité sociale du bailleur social FDI Habitat. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Je propose donc d'adopter cette convention qui s'inscrit dans le cadre de la loi MOL, mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Je propose donc de voter. Le vote est clos, unanimité, moins une abstention. Toujours une CUS, une convention d'utilité sociale avec Héron Logement, rapporteur M. Laurent Pradeille. Merci Monsieur le Président. Donc on est dans le même cadre que le rapport précédent. Par courrier en date du 11 mai dernier, le bailleur social Héron Logement, implanté sur notre territoire, nous propose d'être signataire de sa CUS avec 234 logements locatifs sociaux répartis sur 5 communes, dans le cadre de sa politique sociale de l'habitat et plus particulièrement de la mise en place récente de la conférence intercommunale du logement. L'agglomération a tout intérêt à être partie prenante de ces conventions. L'enjeu principal sera de suivre le plan de mise en vente des logements. Le conseil d'agglomération est invité à
approuver les termes de la convention ci-jointe, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention d'utilité sociale du bailleur social Hérault Logement. Merci. Merci, M. Pradey. Oui, M. Coine. Alors, peut-on pour la CUS de FDI Habitat, il n'y a pas de souci, parce que vous demandez, au niveau du plan de vente, j'ai vu que dans la convention avec FDI Habitat, il n'y a pas de logement prévu mis à la vente sur le territoire. C'est très bien. Par contre, sur Hérault Logement, je ne sais pas, parce que ça renvoie à une annexe numéro 5, et elle n'est pas jointe au dossier. Donc, je ne sais pas si on peut savoir quels sont les logements qui sont prévus à mettre en vente dans le patrimoine de Hérault Logement sur notre aglo. Pardon, en commission, on n'avait pas non plus vu de logement à la vente pour cette année. Mais c'est toujours annuel, on est d'accord. Mais en commission, on n'a pas détecté de logement. Et dans la convention, l'annexe 5, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on vous fera parvenir, hein, si vous le souhaitez, l'annexe 5. Sachant quand même que l'idée, nous, c'est d'éviter que ces logements soient vendus. Oui. On est déjà super carencé. Oui, c'est ça le problème en effet. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Quand on vend, effectivement, ça fait, on retombe. Tous les élus ont été sensibilisés sur cette question. Dispositif. Bien, on propose de passer au vote. Hein. Le vote est donc ouvert. Il y a un non-votant. Quelqu'un qui a oublié de voter. Tant pis. Le vote est clos. Donc, c'est unanimité, moins une abstention. Merci. Rapport suivant, il s'agit du versement d'aide financière dans le cadre d'une opération FDI Habitat pour la Villa Jeanne sur la commune de Saint-Onès. Rapporteur, Madame Annie Prudhomme. Merci Monsieur le Président. Dans le cadre du règlement d'intervention en faveur du logement locatif social du Pays de l'Or, la société FDI Habitat sollicite l'agglomération du Pays de l'Or pour le financement de son opération Villa Jeanne à Saint-Onès. Cette opération de construction prévoit la réalisation de 53 logements locatifs sociaux collectifs. Cette opération répondant aux critères d'attribution du règlement, une aide totale de 24 000 € pourrait être accordée. En contrepartie, cela donnera lieu à un droit réservataire de 2 logements. La livraison de cette opération est prévue pour mars 2023. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le versement d'une aide financière à la société FDI Habitat pour un montant de 24 000 €, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention ci annexée précisant les modalités de versement de l'aide, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention ci annexée précisant les modalités de réservation du logement aidé, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tout autre document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, Mme Brulon. Donc, c'est notre politique, hein, vous le savez, d'aide financière pour chaque opération. On propose de passer à l'adoption. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc, c'est l'unanimité, moins une abstention. Nous passons donc au rapport de l'administration générale avec le premier rapport sur la désaffection et le déclassement et la cession du bien, en ce qui concerne notre ancien siège, l'immeuble Le Sévillan à Mauguio. Lors du déménagement du siège de l'agglomération sur la zone de l'aéroport, une réflexion a été engagée pour valoriser les locaux de l'ancien siège. Les bureaux ont été successivement mis en location, l'étage au profit de leur aménagement et au rez-de-chaussée de l'office notarial Lexnote. En parallèle, nous avons souhaité améliorer la présence de l'agglomération au cœur de la ville de Mauguio à travers le projet de labellisation de l'antenne administrative existence en espace France Service. Ce nouvel espace ouvrira officiellement ses portes le 1er juillet. À l'automne, l'ancienne salle du conseil rez-de-chaussée fera l'objet de travaux afin d'y accueillir l'espace France Service et les activités liées aux conseillers numériques que nous venons de recruter. Afin de valoriser ce patrimoine, il est proposé de céder à l'office notarial Lexnote, qui s'est porté acquéreur, les bureaux situés à l'étage de l'immeuble Le Sévillan aux conditions suivantes. Les bureaux du premier étage pour un volume de 375,6 m² au prix de 673 450 € 80.
€. Une partie du hall pour un volume de 20 mètres carrés au prix de 35 300 €. Et enfin, 4 places de stationnement pour un prix de 40 000 €. Le Conseil est donc invité à constater la désaffection du domaine public du premier étage R+1 de l'immeuble Le Sévillancy au 247 boulevard de la Démocratie sur la commune de Moguio et des 13 places de parking, d'approuver le déclassement du premier étage R+1 de l'immeuble Le Sévillan et les 13 places de parking du domaine public intercommunal pour les faire entrer dans le domaine privé intercommunal en vue de leur vente, et de m'autoriser ou d'autoriser le vice-président délégué à céder le premier étage R+1 de l'immeuble Le Sévillan, 4 places de stationnement et une partie de l'accueil du rez-de-chaussée afin de garantir l'accessibilité du site, et de m'autoriser ou d'autoriser le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Donc voilà, on finalise une opération, puisque depuis un certain temps, après le déménagement de leur aménagement dans ces locaux, nous avions l'office notarial qui monte à l'étage et qui a souhaité se porter acquéreur de ce premier étage, sachant, comme il est indiqué dans la délibération, que dans quelques jours, nous allons accueillir l'espace France Service qui nous a été attribué dans le cadre de la réforme des bureaux des finances publiques. Un prochain espace ouvrira à l'antenne également de la Grande Motte. Donc ce seront 2 espaces France Service que nous aurons sur notre territoire. Voilà. Je propose donc de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est donc unanimité. Je vous en remercie. C'est une belle opération pour nous de récupérer 673 000 €. Rapport suivant. Il s'agit du rapport annuel des cessions et acquisitions 2020. Rapporteur, M. Georges Fandos. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, l'Assemblée est informée du bilan des cessions et acquisitions immobilières opérées par l'agglomération. En 2020, l'agglomération a réalisé plusieurs cessions liées au développement des zones d'activité économique et plusieurs acquisitions liées à la protection des captages d'eau prioritaires. Certaines opérations d'acquisition et ou de vente ont été reprises par l'agglomération suite à la dissolution du CIATO. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le bilan annuel 2020 des cessions et acquisitions foncières. Merci M. Fandos. Voilà, je propose d'approuver ce bilan des cessions et des acquisitions. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc unanimité, moins une abstention. Rapport d'activité de nos services pour l'année 2020. Comme chaque année, l'Assemblée est informée des actions des services de l'agglomération à travers son rapport d'activité. En 2020, une attention particulière est portée sur le fonctionnement de notre intercommunalité durant la crise sanitaire. L'agglomération a multiplié les initiatives, mobilisé de nombreuses ressources pour protéger ses concitoyens, développer de nouvelles solidarités, maintenir les services publics et soutenir les tissus économiques et associatifs locaux. La crise sanitaire a également fortement mobilisé les finances de la collectivité, dont l'impact est aujourd'hui estimé à 2,3 millions pour la seule année 2020. Pour mémoire, ce rapport fera l'objet d'une communication à l'ensemble des 8 communes de notre agglomération. Je me permettrai donc une fois de plus de remercier l'ensemble de nos cadres, de nos services, qui ont tenu la boutique, la maison, pendant cette période particulièrement difficile que nous avons toutes et tous vécu, à la fois dans nos communes, dans nos entourages et aussi dans cette agglomération du Pays de l'Or. Si tout a bien fonctionné, nous le devons aussi à la qualité de nos agents et à leur responsabilité, leur sens de responsabilité. Donc je vous demande d'approuver ce rapport d'activité 2020. Le vote est ouvert. Je vous remercie. C'est une unanimité, moins une abstention. Donc, monsieur le directeur général, vous ferez part à nos services de l'agrément de notre Assemblée sur la qualité de ces activités pour l'année 2020. Nous passons à la dernière partie de notre conseil de ce soir, avec la partie ressources et les finances, avec l'approbation du compte de gestion pour l'année 2020. Le rapporteur, monsieur le vice-président Jean-Louis Bouscarin. Alors, le compte de gestion est le document comptable qui retrace l'ensemble des écritures passées pour le receveur de la collectivité tout au long de l'année civile.
Il est à ce titre le double du compte administratif, tenu par l'ordonnateur dans sa partie exécution budgétaire. Ce document décrit également l'ensemble des écritures non budgétaires, relatives notamment aux comptes de tiers et aux comptes de bilan. Il donne enfin une vision patrimoniale de la collectivité par la tenue du bilan comptable. Il est à ce titre le document stratégique et incontournable de la gestion financière de la collectivité. Le compte de gestion doit être approuvé par l'Assemblée délibérante lors de la séance relative à l'approbation du compte administratif. L'ensemble des écritures passées étant identique à celle du compte administratif, le Conseil d'agglomération est invité à adopter le compte de gestion 2020, le budget principal et les budgets annexes établis par le receveur de la collectivité. Il pourra présenter la même délibération l'année prochaine. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose d'approuver le compte de gestion du receveur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Nous allons maintenant passer au compte administratif 2020. Je vais passer la parole à notre vice-présidente ressources, Madame Sophie Crampagne. Et je céderai la présidence au premier vice-président, puisque, comme la règle le veut, la loi le veut, le président doit sortir, ne pas participer au débat et ne pas participer au vote du compte administratif. Donc, monsieur le premier vice-président, vous prenez la main. Je vous remercie pour cet honneur, monsieur le président. Je serai un souvenir. Merci, monsieur le président. Chers collègues, vous avez reçu l'ensemble des documents budgétaires ainsi que la note synthétique sur le compte administratif 2020. Par ailleurs, la commission ressources, élargie à l'ensemble des conseillers communautaires qui souhaitaient y participer et en débattre, s'est réunie le 15 juin. Je vous propose donc ce soir une présentation générale de l'exercice 2020. Cet exercice fut particulier, compte tenu de la crise sanitaire et de ses impacts, tant sur les recettes des usagers que sur les dépenses nouvelles que notre agglomération a dû engager. Il n'y a toutefois pas de mauvaise surprise sur cet exercice. Cette année encore, comme nous l'avions constaté en 2019, les dépenses d'investissement programmées n'ont pas toutes été réalisées ou ont pris plus de temps pour différentes raisons. Il s'agit de questions de procédure. Excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Qu'il s'agisse de questions de procédure réglementaire, d'accord avec les partenaires ou de retard dans le versement des fonds de concours. De ce fait, nous constatons un résultat cumulé important sur les budgets principaux de l'eau, l'assainissement et des déchets. Les programmes relatifs à l'usine de Voguère, aux travaux sur les ouvrages d'assainissement, d'acquisition de véhicules GNV, notamment, ont été décalés. Le fonds de roulement permet, comme nous avons pu l'évoquer dans la prospective financière, de financer les programmes d'investissement qui sont inscrits au PPI et répartis sur plusieurs années. Il permettra de limiter le recours à l'emprunt et de garder un niveau d'épargne permettant de garantir les marges de sécurité et les incertitudes sur les recettes futures. C'est la feuille de route que l'agglomération porte depuis plusieurs années. Garder autant que possible les capacités à anticiper les risques, les nouvelles actions, les nouveaux projets et la qualité de service. L'exercice 2020 a été marqué notamment par la prise de compétences pluviales et l'ajustement des charges et de l'attribution de compensation des communes, la mise en place de la ligne 4 des transports en année pleine, la baisse du coût de l'incinération des déchets et le recours à la location de véhicules en attendant l'acquisition des bennes GNV, la participation au fonds de solidarité de l'État et de la région Occitanie pour accompagner les entreprises du territoire pendant la crise sanitaire, la mise en place des intérêts PTZ dans le cadre de la politique de l'habitat, la réalisation de travaux sur la zone des JAS à Valérgue, la poursuite des études du système d'endiguement au titre de la compétence GEMAPI et l'organisation des délégations de mission au titre de la GEMAPI auprès des syndicats mixtes de bassin, SIMBO, CIL, EPTB, Vidourne. L'organisation de la dissolution du CIATEO et la reprise en maîtrise d'ouvrage communautaire des travaux portés précédemment par ce syndicat, la finalisation des études de faisabilité pour la réutilisation des eaux usées sur la station d'épuration de la Grande Motte, la poursuite des études réglementaires sur l'usine d'eau potable de Voguère, ou encore la finalisation des travaux sur l'aire de rinçage de Lansargues, la poursuite de l'aménagement des pistes cyclables, la finalisation des études sur la requalification de la zone d'activité de Fréjord, la poursuite de l'aménagement du Pium. Le décalage de la réalisation d'un centre de loisirs sur la commune de Saint-Onès et la décision d'implanter sur le même site une crèche. Enfin, la constitution des dossiers Espace France Service sur les antennes de Moguio et la Grande Motte.
Nos actions sont nombreuses et touchent toutes nos compétences. Nous avons pu les poursuivre malgré la crise sanitaire et ses impacts sociaux et économiques. L'impact financier de la crise sur l'année 2020 s'élève à 2,3 millions d'euros. Des commentaires en donnent le détail. Nos marges de manœuvre en seront impactées, mais nous saurons nous adapter. Les recettes consolidées 2020 s'élèvent à 146,3 millions d'euros et les dépenses à 115,5 millions d'euros. Le résultat cumulé s'élève à 30,8 millions d'euros, soit sensiblement au même niveau qu'en 2019. Le résultat propre à l'exercice 2020 s'élève, lui, à 0,4 millions d'euros. Ainsi établi, le résultat cumulé permet de financer les programmes d'investissement inscrits au PPI et de faire face à des dépenses nouvelles. Nous pouvons ainsi financer nos actions tout en réduisant notre encours de dette qui s'élève à 41,6 millions d'euros, tout budget confondu, et baisse de 4,8 millions d'euros par rapport à 2019. Les équilibres budgétaires et les ratios financiers sont bons et restent globalement identiques à ceux de 2019. Pour de plus amples détails sur l'ensemble de ces comptes 2020, je vous renvoie à la note de synthèse annexée et vous propose d'approuver le compte administratif du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes 2020. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des interventions relatives à ce tour d'horizon, cette rétrospective de l'année 2020? C'était clair. Je vous invite à passer au vote. Le vote est ouvert. On vote. 43 oui, un non votant. Je continue sur le prochain. On n'a pas les minutes. C'est pas trop suffisant. Monsieur le Président, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous et pour l'intercommunalité. Voilà. 43 pour et une abstention. Merci, Monsieur le Premier vice-président, d'avoir... En votre absence, vous pouvez compter sur moi. Je vois ça, je m'en rappelé. Bien, nous reprenons le cours de notre Assemblée, toujours dans le cadre de nos ressources, avec le rapport suivant qui concerne le bilan de la dette 2020, et pour cela, la spécialiste, Madame Caroline Favier. Merci, Monsieur le Président. Spécialiste de la dette, pour le bilan. La dette, mais accompagnée de recettes. Voilà. Alors, bilan de la dette 2020. L'encours de la dette de notre communauté d'agglomération du Pays de l'Or s'élève à 41 611 647,83 € au 31 décembre 2020. Cet encours est en diminution de 4 835 807,46 € sur l'ensemble des budgets par rapport à 2019. Il est noté que l'encours du budget principal intègre depuis 2018 l'encours de l'ESMA et depuis 2019 celui des campings dont les budgets annexes ont été supprimés. Pas d'emprunt supplémentaire en 2020. Les principales caractéristiques de cet encours, c'est-à-dire la répartition par budget, l'évolution entre 2019 et 2020, la répartition par prêteur et les types de taux et nature de risque sont précisés dans les rapports annexés. Pour mémoire, la structure de la dette est essentiellement à taux fixe, classée à 100% en risque 1A, c'est-à-dire très peu, pas, selon la charte de bonne conduite. Le Conseil d'agglomération est invité à approuver le présent bilan de la dette au 31 décembre 2020. Merci Madame Favier. Je propose donc d'approuver ce... Oui, Monsieur Coine. Oui, sauf erreur, je n'ai pas trouvé, parce que pour justement voir l'évolution de la dette, on a dit qu'on va rembourser, mais je suppose qu'on va avoir d'autres emprunts dans les années à venir, et ça, le document qui me semble le plus pertinent pour examiner le déroulement, le scénario dans les prochaines années, c'est le programme prévisionnel d'investissement. Alors, je ne sais pas, dans la masse de documents, je n'ai pas vu, alors est-ce que c'est une erreur de ma part, ou est-ce qu'il existe nous en cours? Non, ce n'est pas une erreur de votre part. On le présente chaque année au mois d'octobre. On en a parlé à la commission élargie également. Et on a aussi parlé de la prospective sur la gestion de dette. Je disais, on a un encours de 41 millions d'euros. On va continuer à déstocker de la dette, puisque si on projette entre 2021 et 2026,
le montant des annuités, enfin en tout cas le montant du capital qu'on est en train d'embourser sur la période 2021-2026 va se réduire. En même temps, on va restocker, puisqu'on va s'endetter pour les travaux sur l'usine de Vaulière. On a des endettements qui sont prévus un peu sur l'activité déchets et ensuite sur l'activité assainissement. Donc tout ça, on l'a évoqué, on le recoupera et vous le verrez mieux. Enfin, je pense qu'au mois d'octobre, peut-être on procédera au même exercice, c'est-à-dire une commission élargie, et peut-être ça vous donnera un éclaircissement beaucoup plus affûté sur tous ces aspects-là, le programme d'investissement, l'endettement, le ratio des endettements et l'épargne, puisque c'est un tout. C'est pas... Le document de volet, le document d'octobre ou bien... Vous l'avez au mois d'octobre dans le dossier du Conseil d'octobre, bien sûr. Merci. Bien. Autre question. Je propose donc de passer au vote pour ce bilan de la dette et de l'approuver. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 45 pour. Bon. Rapport suivant, il s'agit de l'affectation des résultats dans le cadre du budget supplémentaire 2021. Je vais céder la parole à Christian Jean-Jean, notre vice-président, Guy Reverbel n'étant pas arrivé. Donc, Monsieur le Président, merci. Le vote du compte administratif et du compte de gestion permet de dégager le résultat de fonctionnement et le solde d'exécution de la section d'investissement. Après constatation du résultat de fonctionnement, l'Assemblée peut affecter ce résultat en tout ou partie, soit au financement de la section d'investissement, soit au financement de la section de fonctionnement. Toutefois, la collectivité n'est tenue de se réunir pour affecter son résultat excédentaire que si le compte administratif de l'exercice clos fait apparaître un besoin de financement. Vous trouverez au présent rapport les affectations des résultats du budget principal et des budgets annexes. Le conseil d'agglomération est donc invité à affecter les résultats 2020 du budget principal et des budgets annexes comme indiqué ci-dessus. très bien. Je propose donc de passer au vote pour l'affectation de ces résultats. C'est ouvert. Il y a encore 3 personnes. Voilà, le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous remercie. Nous avons l'affectation des résultats du budget annexe du SPANC clos au 31 décembre 2020. Budget supplémentaire 2021. Rapporteur, M. Christian Jean-Jean. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Budget supplémentaire 2021, affectation des résultats du budget annexe SPANC clos au 31/12/2020. Fin 2020, l'Assemblée a décidé de clôturer le budget annexe SPANC. Le compte administratif 2020 du budget annexe du SPANC fait apparaître un résultat de fonctionnement négatif de 6 988,30 €. 6 988,30 €. Ce résultat doit être repris sur le budget principal. Donc le conseil d'agglomération est invité à affecter les résultats 2020 du budget annexe SPANC sur le budget principal comme indiqué ci-dessus. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose donc d'affecter ces résultats. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Un vote unanime. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la participation au fonctionnement du syndicat mixte Eurotransport pour la gratuité de l'abonnement scolaire 2021-2022. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Jean-Louis Gomez. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération est membre du syndicat mixte Eurotransport en charge du transport interurbain scolaire, qui a décidé d'appliquer la gratuité du titre aller-retour à tous les élèves ayant droit pour l'année scolaire 2021-2022. À ce titre, le Pays de l'Ordre doit verser au syndicat mixte Eurotransport une contribution de 14 795 € hors taxes. Le conseil d'agglomération est donc invité à verser au syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault une contribution pour la gratuité de l'abonnement scolaire
de l'année 2021-2022 de 14 795 € hors taxe, d'autoriser le président ou moi-même à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Donc nous accompagnons cette gratuité. Donc je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons aux provisions pour créances en attente. Le rapporteur, monsieur Bernaret. Merci, monsieur le président. Dans le cadre de la qualité comptable et de la fiabilisation de la comptabilité locale, la Cour des comptes et les certificateurs ont mis l'accent sur le taux de recouvrement des créances des collectivités. Dans ce cadre, un mécanisme de provisionnement est mis en place et demande un effort budgétaire certain sur le premier exercice. Lors des exercices suivants, un processus de rotation se met en place et pèse beaucoup moins sur les budgets suivants. En 2014, l'Assemblée a instauré les provisions pour créances en attente. Pour l'année 2021, il convient d'actualiser ces provisions conformément à l'état en annexe. Le Conseil d'agglomération est donc invité à modifier les provisions pour créances en attente conformément à l'état en annexe. Merci, monsieur Ray. Je propose donc d'adopter ces provisions pour créances. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime, moins une abstention. Nous passons aux provisions pour le CET, le compte épargne-temps. Rapporteur toujours, monsieur Bernaret. En 2013, l'Assemblée a adopté la mise en place du compte épargne-temps. Ce compte épargne-temps permet aux agents qui le souhaitent d'y déposer des jours de congé ou de RTT. Les jours épargnés peuvent être pris postérieurement ou être payés. Ce mécanisme peut donc générer une dépense pour le pays de l'Or. Afin d'anticiper cette charge éventuelle, l'Assemblée a instauré une provision. Cette provision correspond au montant que le pays de l'Or devrait verser si l'ensemble des agents bénéficiant du compte épargne-temps quittaient l'agglomération. Pour l'année 2021, il convient d'actualiser cette provision qui s'élève à 308 792,07 € et de procéder à un complément de provision à hauteur de 31 138,42 €. Le Conseil d'agglomération est invité à autoriser un complément de provision du compte épargne-temps à hauteur de 31 138,42 € sur le budget principal. Merci. Je propose donc d'adopter cette provision pour le CET. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime, je vous remercie. Passons maintenant à l'approbation du budget supplémentaire pour l'année 2021. Rapporteur, madame la vice-présidente Sophie Campagne. Merci, monsieur le président. Comme pour le compte administratif 2020, vous avez été destinataire des documents budgétaires et de la note de présentation du budget supplémentaire 2021. Je me livrerai donc à quelques commentaires généraux sur ce budget qui reprend les résultats 2020 et intègre les ajustements opérés et nécessaires sur l'exercice 2021. Le budget supplémentaire 2021 s'élève de manière consolidée à la somme de 85,2 millions d'euros. Si l'on neutralise l'ensemble des reprises de résultats antérieurs et les dépenses de recettes d'ordre, les opérations réelles se résument à une inscription de dépenses nouvelles de 43,2 millions d'euros et de recettes complémentaires de 12,4 millions d'euros, le solde étant assuré par les résultats reportés 2020, soit 30,8 millions d'euros. Je me propose de vous restituer de manière globale les ajustements effectués concernant les recettes et dépenses nouvelles et vous renvoie à la note détaillée pour plus de précision. S'agissant des recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à 3 207 000 €. Ajustement de la fiscalité, 930 000 €. Dotation et compensation fiscale, moins 90 000 €. Autres dotations et subventions, 65 000 €. Recettes des usagers, 30 000 €. Location, moins 24 000 €. Vente foncière, 2 125 000 €. Produit exceptionnel, reprise provision, 171 000 €. Reprise et ajustement des crédits d'investissement pour un montant de 13 854 000 €. FCTVA, subvention, opération sous mandat, assez d'investissement. Réduction du recours à l'emprunt prévisionnel, moins 4 703 000 €. Avec les déchets pour moins 4 millions d'euros, l'eau potable pour moins 0,79 millions d'euros, l'assainissement moins 0,83 millions d'euros, les piscines plus 2,6 millions d'euros, les transports moins 1,24 millions d'euros et l'aérodrome plus 0,10 millions d'euros. Au niveau des dépenses,
Dépenses nouvelles de fonctionnement pour 5 578 000 euros, avec des frais de fonctionnement divers du budget principal, des études sur la GEMAPI, la restauration et des frais divers, les frais de personnel sur le budget général 99 000 euros, le dégrèvement CFE 2020 347 000 euros, subventions et participations, notamment aide Covid 742 000 euros, les frais financiers pour le pluvial 44 000 euros, budget des déchets, notamment location des véhicules et contributions SMEC 472 000 euros, les frais divers pour l'eau potable moins 16 000 euros, les frais divers assainissement 23 000 euros. Les frais de fonctionnement pour les piscines, entretien externalisé, situation Covid 89 000 euros, le transport, maintenance, actualisation des lignes et provisions 3 190 000 euros, les charges exceptionnelles, notamment l'annulation de titres 212 000 euros, les aménagements de zones, terrains et études 133 000 euros. Les reprises et ajustements de crédit d'investissement pour 37 593 000 euros, avec un report de crédit 2020 de 29 935 000 euros, les emprunts pour le pluvial 62 000 euros, les dépenses nouvelles 7 600 000 euros, le budget principal, donc principalement 6 962 000 euros, avec la réduction diverse de travaux, moins 437 000 euros, les études diverses sur les zones d'activité économique 106 000 euros, les corbeilles de plage pour 620 000 euros, les travaux de la voie verte 6 195 000 euros, les travaux divers, notamment concernant l'enfance et la jeunesse pour 212 000 euros, les travaux du Lido 90 000 euros, la dotation de logiciels 130 000 euros, pour l'eau potable avec l'acquisition de terrain 620 000 euros, le budget des transports pour le paiement en ligne 16 000 euros, le budget des piscines 20 000 euros et enfin les travaux de l'aérodrome pour moins 18 000 euros. Je vous propose à présent de procéder à un vote global pour chacun des 9 budgets dont les montants sont établis comme suit. Le budget principal pour un total de 41 655 635 euros. Les déchets pour un total de 5 969 286 euros. L'eau potable pour un budget total de 14 275 760 euros. L'assainissement pour un budget total de 11 047 379 pardon, excusez-moi, 11 047 379 000 euros. Les transports pour 4 169 917 euros. Les piscines, 3 375 512 euros. L'aérodrome, 110 475 euros. Les portes de l'aéroport, 4 433 307 euros. Les JAS pour 195 304 euros. Soit un total de 85 232 575 euros. Je soumets ces propositions à votre vote. Merci Madame la Vice-Présidente et bravo pour cet exercice très fastidieux, mais vous nous avez bien présenté les différents chapitres de ce budget supplémentaire. Des questions? Ce ne sont pas de questions, je vous invite à procéder au vote à l'adoption de ce budget supplémentaire et je félicite nos services financiers, notre directeur général, pour le travail réalisé pour ce budget supplémentaire. Le vote est ouvert. Il y a un non-votant, voilà. Donc, l'adoption est à l'unanimité, moins une voix contre. Je vous remercie, mes chers collègues, et merci pour vos services. Nous passons aux ressources humaines avec la modification du tableau des effectifs. Rapporteur, M. Anthony Molin. Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de certains emplois. Il est proposé de créer 6 postes et de supprimer simultanément 4 postes permanents ainsi que 2 contrats de projet. Le comité technique a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, je vous invite à adopter cette modification du tableau. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc, unanimité, moins une abstention. Toujours dans le cadre des ressources humaines, ligne directrice de gestion des axes 1 et 2 de ces lignes directrices. Rapporteur, Madame la Vice-présidente, Sophie Crampagne. Merci Monsieur le Président. En préambule, si vous le permettez, je voudrais remercier les services des ressources humaines et tout particulièrement Madame Tagliante pour la qualité du travail mené.
Nous avons eu un dialogue social nourri et un travail tout en finesse. C'était remarquable et dans un temps record également, donc je les remercie. Depuis quelques années, notre intercommunalité apporte un nouveau regard sur sa gestion des ressources humaines qui s'inscrit désormais dans une stratégie plus globale au service de ses compétences et de sa politique publique. Dans cette perspective, l'agglomération s'est saisie de l'opportunité offerte par la loi pour formaliser sa propre stratégie de ressources humaines à travers les lignes directrices de gestion, dont l'ambition est de donner une vision à long terme sur des orientations en la matière. Cette stratégie a été construite et pensée dans une logique de concertation. Sa mise en place s'est organisée autour de temps réguliers d'animation avec les élus, les organisations syndicales et les agents, dont les propositions ont été intégrées notamment dans le cadre d'ateliers thématiques. Ce travail a abouti à dégager des enjeux formant des orientations prioritaires détaillées en actions concrètes à développer sur les 3 prochaines années. Les 4 grandes orientations s'articulent autour de la nécessité de garantir une gestion adaptée aux missions de service public dans l'optique de maîtriser les effectifs et d'adapter les compétences, de développer un management des organisations en développant la pratique managériale, une culture de la prévention et un plan d'action en matière d'égalité professionnelle, de valoriser les compétences et les emplois afin de lutter contre l'emploi précaire et de développer l'accompagnement individuel des agents dans leur parcours professionnel, avec notamment le maintien dans l'emploi et la lutte contre l'absentéisme, et de promouvoir les parcours professionnels, cet axe ayant pour vocation d'encadrer la politique de la collectivité en matière de promotion interne et d'avancement de grade. Ce rapport des lignes directrices de gestion a fait l'objet d'une présentation lors d'une réunion d'échange à laquelle l'ensemble des élus étaient conviés. Le comité technique, quant à lui, a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les lignes directrices de gestion de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, notamment sa stratégie ressources humaines pluriannuelle. Merci Madame la Vice-Présidente. Donc je vous propose d'approuver ces lignes directrices. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote unanime. Je vous remercie. Nous devons maintenant adopter le bilan social pour l'année 2020 de nos ressources humaines. Rapporteur Madame Sonia Marguerite. Merci Monsieur le Président. Depuis le 1er janvier 2021 et conformément à la loi de la transformation de la fonction publique, le bilan social est intégré au rapport social unique. Ce bilan dresse un ensemble d'états des lieux qui a servi à l'élaboration des lignes directrices de gestion. Je vous propose d'apporter quelques points complémentaires. Sur les effectifs, l'agglomération s'appuie pour l'exercice de ses missions de service public sur 697 agents, dont 61% sont des titulaires. Il s'agit essentiellement d'agents de proximité occupant des postes techniques et sont majoritairement des femmes. Sur l'absentéisme, le bilan fait également état d'un taux d'absentéisme de 8,07% contre 8,16% en 2019. Ce taux est donc maîtrisé depuis quelques années grâce à une réelle politique de lutte contre l'absentéisme et la mise en place d'actions ciblées, notamment en matière de prévention. Sur la formation, l'agglomération apporte une attention particulière à la carrière et à la formation. En effet, 364 agents ont été formés en 2020 pour 721 jours de formation, mobilisant un budget de 130 000 €. Enfin, sur le management, l'agglomération mise sur la mobilisation de son encadrement, 59 agents, en valorisant la formation et tous les leviers en la matière. La prime tenant compte de la manière de servir, mise en place en 2020, révèle un taux de satisfaction lors des entretiens annuels de plus de 98%. Le comité technique a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le bilan social 2020 de l'agglomération du Pays de l'Or. Merci Madame Marguerite. On vous propose d'approuver ce bilan social. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Un vote unanime. Je vous en remercie là aussi pour vos services. Nous passons maintenant au plan d'action pour l'égalité professionnelle. Le rapporteur, Monsieur Laurent Capelletti. Merci Monsieur le Président. Depuis plusieurs années, le Pays de l'Or porte une attention particulière à l'égalité professionnelle qui s'inscrit désormais dans une stratégie en matière de ressources humaines plus globale. L'effectif de l'agglomération est majoritairement féminin, 447 femmes occupant des emplois non permanents et emploient 63 travailleurs en situation de handicap.
Le plan d'action a été développé autour de 4 axes, avec pour objectif premier d'évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération, de garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade d'emploi, tout en favorisant l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et en luttant contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations. Même si les indicateurs de la collectivité ne montrent pas de distorsion structurelle entre les femmes et les hommes dans les conditions de travail, ni de progression au sein de l'organisation, la prospective des lignes directrices de gestion révèle un besoin d'améliorer les pratiques en matière d'égalité professionnelle et de se doter des moyens nécessaires pour y parvenir. Le comité technique a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le plan d'action sur l'égalité professionnelle du Pays de l'Orne. Je vous remercie. Merci M. Capelletti. On propose d'approuver ce plan d'action. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc un vote unanime. Je vous en remercie. Dernier rapport, il s'agit du plan pluriannuel de formation 2021-2024 et le rapporteur, Mme Anne Bonafous. Merci Monsieur le Président. Chaque année, l'agglomération fait évoluer son plan de formation qui poursuit la grande orientation et les 5 axes prioritaires suivants. Concernant l'orientation, c'est répondre aux besoins évolutifs en compétences afin de s'adapter au mieux aux attentes des usagers et contribuer à l'amélioration de la qualité du service tout en confortant les valeurs de la collectivité, notamment la diversité, la mixité, l'insertion par l'emploi, le développement durable, etc. 5 axes sont prioritaires. Sécuriser l'agent dans son métier et ses pratiques professionnelles. Développer une culture managériale et de conduite du changement. Se donner les moyens de porter les valeurs fortes du Pays de l'Orne. Agilité, réactivité, exemplarité et qualité du service public. Accompagner l'évolution professionnelle et les projets individuels. Accompagner les élus dans leur prise de poste. Le comité technique a émis un avis favorable. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le plan pluriannuel de formation 2021-2024 du Pays de l'Orne, autoriser le président ou la vice-présidente déléguée à prendre toutes les mesures relatives au présent plan. Merci. Merci Mme Bonafous. Écoutez, je vous propose donc d'approuver ce plan de formation. Le vote est ouvert. Il y a encore des non-votants qui ont oublié de voter. Donc 3. Bon, 3 retardataires qui ne veulent pas voter. Tant pis, le vote est clos. C'est un vote unanime, je vous en remercie. Voilà, l'ordre du jour est donc achevé. Le prochain conseil d'agglomération aura lieu le jeudi 23 septembre, ici même. Je vous rappelle la soirée de l'agglomération qui est programmée le 2 juillet prochain. Donc pour ceux et ceux qui n'auraient pas répondu, je vous invite à rapidement faire part de votre réponse. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et un très bel été 2021, en espérant le passer dans de très bonnes conditions. Merci à vous toutes et à vous tous.